Voilà, de retour sur le plateau de Dimanche, c'est politique pour le duel qui va opposer ce matin Mohamed Liamidi de Restaurer la confiance. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, je suis en grâce. En face, Mathieu Coco de l'UP Le Renouveau. Bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à nos amis téléspectateurs. Voilà, je vais rester avec vous. Nous allons débuter avec vous. Vous aurez le premier tour, vous allez ouvrir ce duel sur le premier thème dont nous allons discuter rapidement. On a connu les jours passés le ralliement à forte partie, en l'occurrence de la LNA et de la DUD de Valentin Didi Koudé. La question aujourd'hui, l'opposition qui a l'air de se dépeupler au profit des grandes mastodontes de la mouvance, qu'est-ce que ça vous inspire? Merci beaucoup. Je voudrais d'entrée de jeu rassurer nos amis téléspectateurs et dire aussi que ces mutations qui s'observent ces derniers jours c'est tout à fait normal dans la vie des partis politiques. Et je crois bien que cela renforce davantage les réformes opérées sur le système partisan depuis 2019. Et puis, c'est la vie même des partis politiques et nous devions donc souhaiter à ce que ces mouvements ne s'arrêtent pas juste au lendemain du 8 avril. Mais quand on dit que l'opposition qui est en train de perdre ses grosses figures, je ne crois vraiment pas parce que aucun parti politique n'est né pour rester définitivement dans l'opposition. Lorsque les buts ou sinon les causes qui vous ont conduit dans l'opposition ne sont plus valables, ne sont plus d'actualité, donc si vous vous retrouvez là où vous vous trouvez, donc c'est que vous êtes là désormais. Donc moi je crois que c'est tout à fait normal et que quand on voit l'évolution, la réalisation du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon qui s'est accéléré depuis 2021, c'est normal que les objectifs poursuivis par certains partis politiques pour se retrouver dans l'opposition soient complètement effacés et que donc nous soyons ensemble aujourd'hui pour de plus belles causes. Voilà, ensemble, je reste avec vous. Bon, pour la LNA, je ne dis pas qu'on pourrait comprendre parce que à la création de ce parti, c'était, on va dire, une sorte de parti. La position de ce parti, c'était quelque peu une position non alliée. Pour la DUD, pour l'histoire récente, on va dire, c'était l'opposition, on va dire radicale, puisque on a tout le monde, ce parti, Valentin Didi Koudé lui-même a été le leader du FRD, avec tout ce qui s'est passé. Après, on se dit, oui, parti de la mouvance, UP Le Renouveau, qu'est-ce qui peut bien vous rassembler? Vous parlez de rassembler, qu'est-ce qui peut bien vous rassembler aujourd'hui, alors qu'hier, tout vous opposait? Non, il faut, comme je l'ai dit, c'est sûrement des objectifs que ces partis ont poursuivis quand ils étaient dans l'opposition. Et il faut dire aujourd'hui que l'Union progressiste, le renouveau, incarne d'abord l'assurance et la confiance en politique. Et puis, lorsque vous sentez la confiance et il y a l'assurance des grandes victoires qui se retrouvent quelque part, je crois que c'est tout à fait normal que tout parti politique qui veut contribuer à l'animation de la vie politique, qui veut gagner les grandes batailles et qui veut poser sa voix dans l'exécution donc de ce qui se réalise dans notre pays, je crois que c'est normal que ça soit forcément vers l'UPLE. Bon, nous, on était de la mouvance présidentielle. Il faut dire que ces partis qui sont créés, qui à leur création étaient déjà dans l'opposition, poursuivaient sûrement des objectifs qu'ils ont jugé aujourd'hui que ces objectifs ne sont plus d'actualité, que ceux qui les opposaient donc au pouvoir du régime du président Patrice Talon ne sont plus d'actualité, donc que cela savait être nécessaire qu'ils se rallient à la mouvance et ils ont choisi l'Union progressiste Le Renouveau. Voilà, je parlais d'opposition qui se clairsème, qui se dépeuple quelque peu au profit on va dire au moins du pays Le Renouveau. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ou pour vous qui êtes de l'opposition, c'est une illusion d'optique? Merci. Je vais d'abord commencer par... j'ai entendu M. Coco dire tout à l'heure que l'Union progressiste, Le Renouveau, si je l'ajoute, non, pas vous rajouter, c'est l'Union progressiste Le Renouveau incarne l'assurance en politique et la confiance en politique. Justement, ça m'a l'assurance et la confiance pour moi qui suis membre
d'un parti dénommé Restaurer la confiance, et dans les conditions dans lesquelles le parti est né, ça m'a interpellé pour dire quoi? Pour dire que cette assurance et cette confiance, c'est pour qui? C'est pour ceux qui sont dans le parti, c'est pour M. Coco, c'est pour les membres du parti, c'est pour le président du parti, c'est pour ceux qui sont dans le parti, ou bien c'est pour le peuple? C'est une question que j'aimerais poser ou bien que je pose à M. Coco pour dire que si on pose la question, j'aimerais bien qu'il puisse répondre. Il n'y a d'assurance de confiance en politique que par les actions et les résultats de ces actions que l'on mène pour la satisfaction des besoins du peuple pour lequel l'on milite, ou que l'on est engagé dans l'action. Et là, quand on se pose la question, il est en face de moi, on est tous mitigés. Surtout quand on évoque les situations dans lesquelles le pays est actuellement et les problèmes auxquels les Béninois sont confrontés, les problèmes de tous les jours. La rentrée vient de passer par là. Et donc, voilà la première chose qui m'a interpellé dans ce que M. Coco a dit. Si j'en reviens maintenant à votre question, vous parlez du dépeuplement. On n'est pas en géographie, de l'opposition. D'accord, si cela s'entend. Mais dites-moi. C'est une question que je pose. DUD, Elena, je ne sais pas, vous les avez vus quelque part faire une déclaration d'appartenance à l'opposition? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Dans un pays, quand on mène un combat, il est important, il est nécessaire de se conformer aux lois qui régissent la vie du pays, même si on n'est pas d'accord avec les lois. D'accord? Si aujourd'hui, vous allez au ministère, vous allez plus précisément à la direction, d'accord, la direction des partis politiques et chargée des affaires électorales, et que vous vous renseignez, l'on vous citera que 2 partis de l'opposition reconnus en tant que tels qui ont fait les formalités et qui sont reconnus en tant que parti de l'opposition, la FCBE et Restaurer la confiance RLC. Voilà les 2 partis reconnus en tant que parti d'opposition qui ont fait les formalités et qui sont reconnus comme parti d'opposition. Ces partis-là sont encore là, ils n'ont ni adhéré ni fusionné au parti, que ce soit UP, le Renouveau, ou le BR, ou les autres. Donc la DUD, c'est un épiphénomène. De la mouvance. Oui. Si vous le dites comme ça, c'est que vous pensez que ça l'est. Au-delà de cela, au-delà du fait que ce n'est pas le cas, que ce ne sont pas des opposants, que ce ne sont pas des partis d'opposition, et donc ceux qui sont allés vers l'UP, que ce soit ne sont pas des partis d'opposition, et donc l'opposition ne se dépeuple pas. Au contraire, l'opposition se réunit. Puisque nous, RLC, on s'est mis ensemble avec la FCBE dans le but d'aller aux élections, dans une stratégie commune, et qu'on fera une liste commune pour aller aux élections, et nous, on est en train d'avancer tout doucement. Nous sommes là. Maintenant, ce que j'aimerais dire de plus, c'est une clarification. Nous, RLC, on avait déjà dit que dans l'environnement politique et surtout celui de l'opposition, il faut aller à une clarification pour qu'on sache qui est de l'opposition, qui n'est pas de l'opposition. Et, fort heureusement, ou je le dirais comme ça, il se fait qu'aujourd'hui, la clarification vient d'elle-même, elle vient à point, puisque là, il y a les élections on est en train d'aller, on est à quelques mois des élections là. Donc cette clarification vient à point nommé. Ceux qui parmi l'opposition se faufilaient, parmi l'opposition, aujourd'hui qui décident d'aller là où ils devraient être, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut pour être de l'opposition. Et donc ils sont en train de le faire. Donc j'aimerais dire en face de M. Coco que ceux qu'ils ont accueillis, ce n'est pas des opposants, ce n'est pas des partis d'opposition, c'est des confusionnistes qu'ils ont accueillis en leur sein. C'est ceux qui créaient, qui semaient la confusion là, au niveau du peuple de l'opposition, je dirais. C'est eux qui ont décidé de franchir le pas et d'aller là-bas pour que les choses soient désormais plus claires. Et là, le langage est désormais plus clair. Et on ne fera plus cet amalgame, on ne fera plus cette confusion. Voilà, une clarification bienvenue pour ceux de l'opposition. Non, je crois que s'opposer à un régime va au-delà du formalisme, va au-delà de la théorie. Donc, il faut parler aussi des actions que mènent ces acteurs sur le terrain politique. Et puis, ces actions les caractérisent déjà comme s'ils sont opposants ou s'ils sont de la mouvance. Et puis, si les actions passées qui ont caractérisé les porteurs de ces partis, les leaders de ces partis, si les actions, les actes qui ont caractérisé ces partis, les classes, les rangs
opposants au pouvoir du président Patrice Talon, ce n'est pas à vous de dire qu'ils ne sont pas opposants. Au-delà du formalisme, au-delà de tout le reste, je voudrais vous rappeler que lorsque votre leader a été candidat aux élections présidentielles, on nous a clairement dit que c'était un candidat du président Patrice Talon. Mais ce sont vos actes au quotidien qui vont permettre donc aux populations de se rendre compte de ce que vous êtes réellement de l'opposition ou bien que vous êtes de la mouvance. Et moi, je crois que les personnalités dont nous parlons, soit qu'ils soient de la DUD ou bien du LNA, par le passé, se sont ouvertement opposés à la gouvernance du président Patrice Talon. Donc, de l'assurance, l'Union progressiste, le renouveau, est le parti le plus rassurant aujourd'hui, compte tenu de sa densité, compte tenu de sa couverture sur le plan national, compte tenu de nombre d'élus qu'il possède aujourd'hui. C'est un parti qui assure et qui rassure pour les grandes victoires. Et moi, je continue toujours de dire que l'Union progressiste, le renouveau, est prêt à accueillir encore beaucoup d'autres. Parce que si nous assurons que si on a la garantie qu'avec nous, on peut remporter de très grandes victoires, si on a la garantie qu'à travers notre organisation, qu'à travers le respect de la parole donnée de nos leaders, qu'à travers donc les actions que nous menons sur le terrain, on peut nous faire confiance et qu'on peut faire avec nous. Moi, je crois que nous garantissons et nous incarnons, ne serait-ce qu'aujourd'hui, être le plus grand parti du Bénin et nous garantissons l'assurance et la confiance. Par rapport à ces deux partis, avant que vous ne répondiez, on sait que votre leader s'en est épanché plusieurs fois, qu'il y a eu une volonté, quand même à tous ces partis-là de les intéresser à un rassemblement au sein de, en tout cas pour un grand ensemble de l'opposition. Aujourd'hui, si ces deux précisément ont tourné Kazakh, ont préféré aller de l'autre côté, peut-être que c'est signe d'échec de votre côté également. Peut-être que le projet qui lui ont été proposé n'était pas assez attractif ou n'était pas assez convaincant pour les dissuader de rejoindre le camp de la mouvance. Justement, vous avez parlé d'échec. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas du tout un échec. Et vous avez parlé de la démarche qui a été la nôtre. Cette démarche était la bienvenue pour qu'on puisse comprendre clairement ce qui se passe aujourd'hui. Puisque quand nous, on a fait la démarche, qu'on les a saisis par courrier, on l'a fait formellement. Ils n'ont pas, la FCBA a répondu. Non seulement répondu que, mais est venu. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont cru devoir faire? Nous respectons leur position. Mais leur réponse est encore un peu plus claire là maintenant. La réponse qu'ils ont donnée à notre démarche, c'est d'aller là-bas. Donc c'est clair. Ça veut dire en réalité qu'ils n'étaient pas de l'opposition. Nous, on devrait faire peut-être que c'est un raccourci un peu facile. Peut-être que ce que vous leur proposez comme projet n'était pas convaincant. Qu'est-ce que nous leur proposons? Le peuple veut que l'opposition soit au Parlement. Et si nous voulons que les choses changent pour le peuple, parce que le peuple se plaint, il faut qu'on soit ensemble pour qu'on puisse avoir la majorité. Alors, tous ceux qui se retrouvent dans ce projet-là, ils n'ont qu'à venir pour qu'on soit ensemble et qu'on aille là-bas pour représenter, défendre l'intérêt du peuple. La réponse là est claire. Si vous allez de l'autre côté où des gens se plaignent que ce n'est pas bon, ça veut dire que vous êtes pour ce qui se passe là-bas. Donc, vous n'êtes pas dans le schéma, vous ne portez pas les aspirations de ce peuple-là qui n'est pas satisfait. C'est aussi simple. On n'a même pas besoin de ce n'est que l'opposition. Donc, si vous suivez, ce n'est que l'opposition qui porte les aspirations du peuple. Vous voulez que je vous démontre encore quelque chose qui est direct. En face d'un exécutif qui gouverne, il faut une opposition pour contrôler. Oui, ça on est d'accord, Oui, mais on parle donc, si le peuple dit qu'il veut que ça change, il veut une amélioration, qu'est-ce qu'il faut faire? L'opposition, ce n'est pas l'opposition à la personne du président, non, pas du tout, c'est par rapport à la vision. La vision que le régime en place est en train d'implémenter à la tête du pays ne satisfait ça aux exigences et aux besoins du peuple. C'est ce que l'on dit, ça là, je n'invente rien. Ça s'entend un peu partout, dans votre quartier, dans vos maisons, un peu partout, ça s'entend. Et donc ça, nous portons, nous voulons incarner cette aspiration-là du peuple. C'est ce que nous disons. Et nous avons dit, tous ceux qui pourraient se retrouver dedans, venez pour qu'ensemble, c'est pas pour aller empêcher le pouvoir de gouverner, pour qu'ensemble on aille porter, pour que le président puisse nous écouter. Et qu'on puisse dire, bon, voilà ce que nous on a recueilli du peuple, voilà nos propositions, voilà comment on pense qu'on peut le faire, et en face de ça, qu'on puisse discuter, et que la lumière vienne. Ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas l'émanation du bon Dieu. Et donc, en face de ça, il faut des gens qui apportent quand même leur proposition. Et c'est ce que nous on a toujours fait. Ce que nous on a toujours fait, et moi,
membre de RLC, c'est ce que mon parti a toujours fait. Et ça me permet de rebondir sur ce que M. Coco a dit en ce qui concerne les actions de ceux qui les ont rejoints. Quelle action ils ont eu à faire qui démontrent qu'ils ont de l'opposition? Quelle décision le pouvoir en place a pris une fois et qu'eux, ils ont dit non, on n'est pas d'accord. À côté de ça, voici ce que nous nous proposons. Parce que chaque fois que nous, RLC, on dit qu'on n'est pas d'accord, on dit bon, on n'est pas d'accord. Mais voilà ce que nous, on propose. Donc vous oubliez, il appartient au régime de vous oubliez et il appartient au peuple après de dire bon, comme ils n'ont pas pris, donnez-nous la possibilité pour qu'on aille là-bas pour le faire. Pour la DUD, vous oubliez les contestations initiées par le Fonds de restauration de la démocratie mené par le DUD. Et le Fonds là est devenu quoi? Non, c'est pas ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Non, attendez, c'est pas la finalité. Vous demandez des actions. D'autant plus que quand nous, on a fait un pas, on est resté et on a continué dans cet élan. Donc, quand vous faites un pas, ceux qui ont... Je ne sais pas, si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Celui que le fonds a soutenu là, il est où? Il a déjà quitté là où il est. Les choses ont déjà changé, les lois ont déjà changé, quelque chose a déjà changé. Oui, donc justement, non, vous posez deux problèmes différents. Oui. C'est que c'est la DUD qui a adhéré. Enfin, c'est la DUD qui est allée vers l'UP, c'est pas le front. Donc, si vous voulez qu'on fasse le UP, le renouveau, si vous voulez qu'on fasse le débat, donc on pourrait voir clair dans les choses. Maintenant, si même on veut leur porter l'héritage de cela, c'est que ça n'a pas abouti, les choses n'ont pas changé, la loi n'a pas changé, les prisonniers sont toujours là, les détenus sont toujours là, les exilés sont toujours là, les conditions, rien n'a changé, et vous allez là-bas. Donc, je ne vois pas en quoi quelque chose s'est amélioré pour qu'ils trouvent une raison pour l'air. Maintenant, toutefois, c'est un choix. Moi, ce n'est pas un problème pour nous. Hein. Qu'est-ce qui fait mon problème si DUD va là-bas? Quel est mon problème dans ça? Ça ne me concerne. Ils ont fait leur choix. Le plus important, c'est que nous allions à la compétition et qu'on dit voilà ce que nous on propose. Et nous, on se met ensemble parce que personne ne peut gagner seul face au pouvoir. Autant ils font des groupements au sein, autant on essaie de le faire ici aussi. Et vous connaissez le stade où on en est. Il y a déjà que nous on est avec la SCB. Et si d'autres veulent qu'on se mette dans une stratégie d'ensemble, il n'y a pas de problème en cela. Le plus important, c'est qu'à la fin, qu'on puisse débattre avec une clarté de projet contre projet, vision contre vision, et que le peuple puisse choisir. Et donc qu'on ne s'enferme pas dans ce débat de qui a démissionné, qui est allé là-bas, qui est venu ici, pour que le peuple ne puisse pas avoir les éléments d'appréciation pour choisir. C'est ça. Donc pour vous, c'est pas un échec qui soit passé. Non. Donc on vous a bien compris. En même temps, il faut vous faire remarquer quand même dans votre développement tout à l'heure que si vous avez bien fait la démarche envers eux, c'est qu'à un moment vous les considérez comme de votre camp. On est d'accord, vous n'avez pas envoyé de démarche à l'UP, par exemple, ni au BR. Nous avons dit que tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se fait là, d'accord, à venir. D'accord. C'est bon, je vous ai compris. Je peux même dire à M. Coco, hein. Maintenant, si sa réponse... Non, vous n'avez pas. Oui, d'accord, vous n'avez pas fait la démarche vers l'UP, le renouveau. Non, vous n'avez pas fait la démarche vers l'UP, le renouveau. Tout le monde sait que l'UP, c'est l'incarnation de ce qui se passe. Donc, c'est parce que vous savez que les autres ne sont pas l'incarnation du pouvoir pour faire la démarche envers eux. On va évoluer, Puisqu'ils n'ont pas clarifié ça. Donc, on leur a donné la possibilité de clarifier. Et ils l'ont fait. C'est aussi simple que ça. UP, le renouveau, que ce soit le renouveau. Non, c'est l'UP le renouveau. C'est ça que je dis. UP le renouveau, c'est toujours le talonisme, c'est toujours la démocratie de la rupture. Rien n'a changé. D'accord. Allez, finissez là. Non, je voudrais, pour finir sur ce point, dire tout simplement que les mouvements qui s'observent actuellement, comme je l'ai dit à l'entame, sont normaux et que ceux qui se sentent être du même côté puissent se réunir pour se renforcer de la même façon que d'autres qui sentent donc que le mouvement qui se produit de l'autre côté les rassure plus aille vers la mouvance. La seule chose, c'est dire, ce n'est pas le moment aujourd'hui de diaboliser donc ceux-là qui ont choisi le camp que vous ne souhaitez pas. Et moi, je crois que il faudrait que nous gardions donc la tête froide pour affronter les échéances qui viennent. Parce que si ils étaient avec vous hier et qu'ils ont posé des actes et qu'ils ont été même ceux qui ont porté frein, ceux qu'on a le plus vu dans les contestations en 2021, ne l'oubliez pas de sitôt, ce sont eux. D'accord? Même que les luttes aient abouti ou pas, d'ailleurs, toutes les luttes qu'on porte en politique ne sont pas forcément celles qu'on gagne. D'accord? Vous pouvez porter des luttes et ne pas les gagner. Reconnaissez que vous n'avez pas gagné. Et puis, continuez sur le front. Donc, ce n'est pas le moment de les diaboliser, de dire que non, ils n'étaient pas dans l'opposition, ils étaient ci, ils étaient ça. Si ils ont
meilleure option, c'est de rejoindre l'UP Le Renouveau. Concédons-leur ça, c'est leur choix. Et à l'UP Le Renouveau, nous ne faisons pas de distinction entre d'où il vient, de quelle couleur il est, de qu'est-ce qu'il est. Nous voudrions tout simplement renforcer la réforme du système partisan, faire en sorte que les grands ensembles puissent gagner les grandes batailles et gérer le pouvoir de façon homogène. Voilà. On passe au second sujet, à moins que vous avez quelque chose à rajouter. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Il n'y a pas eu de décret pour dire que... Ce n'est pas un décret qui, de notre part, qui a dit qu'ils sont de l'opposition ou qu'ils ne le sont pas. C'est clair. Là. On vous aura compris. On va évoluer. Et quand vous parlez de la parole donnée, UP, nouveau, parole donnée, c'est pas vous, hein, c'est pas du tout vous. C'est pas du tout. Parce que la vision que vous défendez, la vision que vous défendez, ce que moi je l'appelle comme ça et nous on l'appelle comme ça, le talonnisme, vous l'assumez pleinement, puisque vous êtes l'incarnation même de ce qui se passe à la tête du pays. Je parle de votre parti. La parole donnée, c'est quand on dit que tel sera comme ça et on le fait comme ça. Et quand on ne peut pas le faire, on revient et dit qu'il y a tel qui n'est plus comme ça. C'est ce qui a été fait depuis 2016. Et puis, il suffit seulement de prendre le projet de société du président Patrice Talon. C'est ça qui a été fait. Le programme d'action du gouvernement 1, le programme d'action du gouvernement 2. Parce que nous avons... C'est ça qui a été fait. Mais bien sûr. Mais bien sûr, il suffit seulement de nous relever tout ce que le président Patrice Talon a promis aux Béninois. Pendant la campagne, il les a réalisés. Et ce qui n'a pas été peut-être réalisé dans le PAG 1... Pendant quelle campagne? Suivez-moi, si vous, monsieur, vous allez comprendre. Ce qui n'a pas été réalisé dans le PAG 1 est en train d'être reconduit, sera fait dans le PAG 2. Et si vous prenez très bien, et si vous regardez très bien, tout ce qui se fait est programmé. Tout ce qui se fait a été indiqué et annoncé, contrairement à quand vous étiez en train de gérer le pouvoir. Parce que, oui, mais vous, s'il te plaît, s'il te plaît, Xavier, laisse-moi, je vais aller au bout de mes idées. Votre leader, vous étiez, d'accord? Vous étiez au pouvoir de 2006 à 2016. Vous ne pouvez pas nier ça. Ou bien vous voulez refuser ça? Vous ne pouvez pas le refuser. De 2006 à 2016. De toutes les façons. De 2006 à 2016, vous étiez au pouvoir. S'il te plaît, c'est moi, j'ai la parole. Et je voudrais finir pour dire, d'accord? Pendant ce moment, on ne nous annonçait même pas ce qui va être fait. Et bien, depuis 2016, le président Patrice Talon a indiqué à tous les Béninois ce qu'il entend faire. Il a montré à tous les Béninois et il a écrit, voilà ce que je compte faire pendant mes 5 premières années. Et puis, quand il a repris le pouvoir, il n'a pas dû donc faire une reconduction. Il a refait donc le PAG2. Et c'est ça l'offre politique que les Béninois sont en train que nous sommes en train d'assurer et d'assumer depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je crois personnellement que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Parce que, faites attention, on vous a vu faire. On vous a vu faire que ceux avec qui vous vous mettez, ceux avec qui vous vous désolidarisez, de toutes les façons, on vous a vu faire. Donc, la méthode du président Patrice Talon est contraire à ce que vous nous avez proposé tout le temps. Donc, acceptez-le ainsi. Bon. Monsieur Lamidi, non, un instant. Juste pour remarquer qu'on va essayer de se vous voyer, parce que pour, en tout cas, ceux qui nous regardent, c'est important. Allez-y. Merci de rappeler ça à M. Coco, parce que c'est pas ce que j'ai manqué de faire. Allez-y. Merci. Donc, quand vous assimilez tout et que vous mélangez tout de cette façon, rappelez au moins que les Béninois vous écoutent et qu'ils savent faire la part des choses de 2006 à 2016. Où est-ce que vous nous situez, nous, là? Ah ben, écoutez, vous assumez les résultats du régime. Laissez-le. Vous les assumez? Oui, laissez-le finir. Parce que quand vous le dites, moi, je me souviens avoir entendu le président Talon, qui hier était un citoyen comme tout le monde et qui a soutenu des actions politiques. Je l'ai entendu se désolidariser de la gestion du régime en place en ce temps-là, de 2011 à 2016, quoi qu'il a participé à la victoire de 2011. Ce que je dis là, vous ne pouvez pas me contredire. Donc, à partir de ce moment, si vous ne me situez pas clairement, si vous ne nous situez pas, nous, en réalité, à quel moment vous nous mettez là en 2006, ça va être un faux tour dans lequel les Béninois auront du mal. Or, eux, au moins, ils comprennent, ils peuvent lire et comprendre ce que vous dites et ce que vous ne dites pas.
et ce que vous feignez de ne pas dire. Donc, à partir de ce moment, il faut que les choses soient claires et on s'entend là-dessus. D'accord. Je reste avec vous pour le sujet suivant. On va parler de cette polémique née de cette note des douanes béninoises faisant état d'un ajustement des valeurs transactionnelles en matière de dédouanement de certains produits. Ça a tout fait de susciter des craintes d'augmentation du prix de ces produits. Le directeur de la douane est sorti à l'occasion d'un point de presse pour situer, en tout cas, pour clarifier un peu les choses et rassurer les citoyens sur ce sujet. Oui, j'ai entendu, et je suis comme vous, ce que le directeur de la douane a dit. Néanmoins, après ça, ça n'a pas empêché la presse, quelques organes, de relayer des rumeurs ou des préoccupations qui sont légitimes. Il est normal que lorsque l'on fait une annonce du genre, lorsque la direction des douanes fait une annonce du genre... Bon, d'ailleurs, pour clarifier, c'était pas une annonce, c'était une note confidentielle qui a fuité. Je suis d'accord, c'est une note confidentielle qui a fuité. Oui. C'est une décision qui a été prise. Et donc, il est normal que lorsque une telle décision est prise, que ceux qui sont concernés, les citoyens concernés se sentent, ils sentent que là, il se peut qu'il y ait un bouleversement par rapport à ce qui est établi. Et donc, il est normal, ce sont des préoccupations légitimes. On ne peut pas demander aux populations de ne pas s'inquiéter par rapport à ce. Quand on voit ce qui se passe et ce qui se fait dans les autres pays, vu la situation et les grands moments d'inflation qu'on est en train de connaître depuis un moment. Et donc, quand le directeur sort et fait cette, disons, mise au point, c'est le fait ainsi. Moi, je pense simplement que cela ne suffit pas à rassurer les populations. Donc, du coup, si on ne va pas plus loin pour une autorité. Parce que quand on a voulu prendre les mesures, celui qui a parlé, ce n'est pas le DG de la douane qui a parlé aux Béninois, pour que les Béninois puissent comprendre qu'il y a quelque chose qui veut se faire, ou que ceux qui sont en train de diriger prennent à cœur les problèmes qu'ils vivent. Je le dis comme ça. Je ne parle même pas de l'efficacité des mesures qui ont été prises. Et donc, il va de soi que les gens s'inquiètent et se demandent si malgré ce qu'il a dit, parce qu'on a déjà vu des décisions au niveau de la décision elle est prise et on dit quelque chose et après c'est tout le contraire, on voit, c'est pas la première fois, il ne faudrait pas me dire le contraire. Donc il est légitime que les gens ont de ces craintes. Non, je crois que ce qui est déjà bien, c'est le fait que les autorités douanières de notre pays soient montées au créneau pour expliquer donc à la population ce qu'il en est et qu'il n'est pas question d'une augmentation envisagée donc des prix de certains produits. C'est déjà ça l'essentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement de notre pays est en train de gérer au mieux depuis l'avènement de la crise, toutes les questions liées donc à la crise, à la cherté de la vie et tout le reste. Et nous ne sommes pas restés sans savoir que la douane a joué un rôle très important donc à travers déjà des exonérations qui ont été réalisées, à travers déjà plusieurs autres mesures que le gouvernement a dû prendre pour pouvoir juguler la crise, pour que les Béninois puissent ne subissent pas la crise comme cela se doit. Donc, c'est le lieu donc, de dire qu'il faut une multiplication de ces actions et c'est à cela que s'associe chaque fois donc l'Union progressiste, le renouveau, d'assurer au mieux donc l'amélioration des conditions de vie de nos populations, de faire en sorte pour que au-delà de ces produits, que le gouvernement puisse continuer toujours à fournir plus de services aux Béninois, à savoir dans le secteur de l'eau, de l'énergie et beaucoup d'autres choses. Donc, dire que le directeur général de la douane et l'administration de la douane en général se sont prononcés sur la question, c'est heureux. Donc, nous allons tourner la page et regarder en face pour d'autres défis qui nous attendent parce que les Béninois attendent beaucoup de nous. Voilà, j'ai envie de vous interpeller sur une question toujours par rapport à cette préoccupation au-delà du rôle de l'État, de régulation, de contrôle des prix. Le directeur de la douane, à cette occasion, a fait une précision. Ces valeurs transactionnelles, normalement, en temps normal, à leur niveau, n'augmentent pas
les frais de dédouanement. dédouanement. Par contre, il a été clair là-dessus. Ce n'est pas la douane qui fixe les prix sur le marché. Sur le marché. Évidemment, je suis d'accord. Les prix sur le marché. Donc, du coup, est-ce que, au-delà de ce que l'État opère comme contrôle, les citoyens, comme on l'a vu par le passé, il y a eu beaucoup de sensibilisation autour de ça. Est-ce que la veille citoyenne, que ce soit au niveau des organisations de la société civile, les partis politiques, les citoyens, ainsi de suite, puissent veiller, aider l'État à ne pas retomber dans ces travers où les commerçants prennent prétexte de ces quelques rumeurs pour gonfler artificiellement leur prix. Oui, évidemment que à partir, il y a quelque chose il y a une direction qui est normalement chargée de ça. Bon, on sait bien qu'ils ne peuvent pas être derrière tous les commerçants du pays. On sait bien qu'ils ne peuvent pas le faire, mais à partir de ce moment, comment est-ce qu'on implique le citoyen dans l'action publique? Oui, mais vous êtes un parti politique, vous pouvez le faire. C'est ça le débat. Ouais. Si déjà à la base, l'idée, c'est-à-dire qu'avec ceux qui gouvernent, c'est d'amener le citoyen à adhérer par la contrainte et par la force et non pas le service rendu, il y a du mal à convaincre quelqu'un qui est déjà dans cette posture. Oui, je parle de vous. C'est ce que je dis. Oui. Et nous menons le débat. Nous, on avait déjà dit de façon claire que on ne peut pas contrôler l'inflation de cette façon. Parce que les produits dont on parle là, les produits qui viennent là, c'est des produits importés. Oui. C'est beaucoup plus les produits importés. Oui, là, ce qu'il y a à faire, le commerçant qui vend là, il sait à quel prix il a pris le produit. Non? Il sait à quel prix il a dédouané. Et il sait par rapport à ça, à quel prix ça doit revenir sur le marché pour que cela puisse. Donc, le milieu là, c'est-à-dire qu'au niveau du colonel, c'est là que tout se joue. Si l'État s'assure d'avoir fait ce qu'il doit faire, comme ce qu'on est en train de dire là, et ce qui préoccupe tout le monde, si on l'a fait, même si, entre-temps, parce que des gens, il y a toujours des gens mal intentionnés, ça, on ne peut pas l'empêcher, qui essaient de toutes les manières, si ce qui est fait au niveau de l'État avec beaucoup de clarté et que ça se voit, il n'y a pas de raison pour que ça ne prenne pas à la place, même si les gens ont des intentions, on arrivera toujours à faire l'équilibre. Et l'État même, j'ai vu, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais lorsque l'action de la direction chargée du contrôle n'a pas suffi, que le préfet descende et que le truc arrive, ce que toutefois je trouve qui est un peu, je ne vois pas le sens de cela, mais l'État trouvera toujours les moyens de faire passer ces décisions. Ouais. Donc pour moi, le problème est là. S'il y a une clarté au niveau de l'action, c'est-à-dire que le citoyen sent que les mesures prises par le gouvernement sont vraiment du genre à rassurer, il n'y a pas de quoi que, au niveau de la société, au niveau des partis, que l'on n'accompagne pas ces mesures qui sont prises. Non, si je comprends bien votre préoccupation, c'est le rôle que joue un parti politique, et les organisations. D'autant plus un parti de la mouvance qui soutient l'action publique du gouvernement. De toutes les façons, ces actions sont au quotidien. C'est beaucoup plus la sensibilisation des militants et puis aussi porter l'information réelle à la population. Je crois que le gouvernement l'a suffisamment fait ces derniers temps-ci, depuis que l'inflation a commencé. Et comme il a dit, l'inflation naît toujours des personnes qui veulent profiter donc de la situation pour pouvoir se faire plus de chiffres. Et au-delà du contrôle des prix sur le marché que le gouvernement assure à travers des communiqués et autres, je crois que tout le reste, c'est le quotidien que nous partageons avec des personnes qu'il faut qu'on partage l'information juste. D'accord, ok. Je reste avec vous pour le sujet suivant, c'est ce projet de restriction du droit de grève étendu à 3 autres secteurs, le secteur du transport aérien et maritime et celui des hydrocarbures, eu égard, si on s'en tient à ce que le Conseil des ministres en a dit, eu égard au contexte particulier, les fronts, le contexte sécuritaire assez tendu, surtout dans le nord du pays, par rapport à parce qu'on sait que c'est toujours une question polémique, qu'est-ce que vous en dites très concrètement? Quelque chose Non. Ça se justifie? Il n'y a pas de polémique parce que, vous savez, le gouvernement du Bénin s'est engagé depuis 2016 dans une dynamique que beaucoup de Béninois et même la communauté internationale
constate. Nous voudrions, et le chef de l'État l'a dit à plusieurs reprises, nous voudrions révéler notre pays. Nous voudrions faire en sorte que notre pays soit un véritable pays récepteur en matière du tourisme. Et quand on sait que le tourisme constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour la plupart des pays dans le monde entier, et que le tourisme constitue aussi une industrie, d'accord, qui contribue non seulement au développement de l'emploi, mais à la croissance économique, et que notre pays s'est engagé depuis plusieurs années, depuis 2016 notamment, à faire de lourds investissements dans ce secteur. Il faut sécuriser cela. Il faut faire en sorte que la destination Bénin ne soit pas écorchée, ne soit pas mise à mal. Et surtout, cela commence à partir du transport aérien et maritime. Et lorsque vous faites ces investissements, il faut devoir faire en sorte que notre pays soit suffisamment visité. Sinon, les investissements, les lourds investissements qui sont réalisés à travers Cotonou, qui sont réalisés dans les sites touristiques Porto-Novo, Ouida, Pandjari et tout le reste, seront en réalité dans le vide. Parce que si vous le faites et que le pays ne reçoit pas de visiteurs, si vous le faites et que la destination Bénin n'est pas suffisamment promue, donc ça va être chose là. Donc, le gouvernement a mis en avant le contexte sécuritaire plutôt. Mais justement, le contexte sécuritaire favorise aussi la destination Bénin, parce qu'il faut donc que toutes les garanties soient données à ceux qui viennent dans notre pays pour qu'ils sachent que, effectivement, lorsque nous allons au Bénin, nous sommes sûrs que notre vol de retour ne soit pas prolongé pour que nous ne soyons pas en mesure de rentrer. Nous sommes sûrs de visiter tous les sites en toute sécurité. Donc, ces dispositions vont permettre en réalité de renforcer le dispositif touristique pour favoriser la destination Bénin à tous les Bénins. Je reste avec vous justement en parlant de vol prolongé. Certains y ont vu, de bonne ou de mauvaise foi, une réponse indirecte du gouvernement au récent débrayage survenu à la SECNA. Non, la SECNA, vous savez que c'est plusieurs pays, pays qui constituent la SECNA, et à partir de ce moment donné, notre pays est membre de la SECNA. Mais notre pays prend des dispositions internes, d'accord, pour assurer la continuité du service, que ce soit dans le transport aérien, dans les hydrocarbures, sur le plan sécuritaire, pour assurer la continuité du travail, même si les autres pays membres sont en mouvement de débrayage et autres. Donc je crois que c'est ce qu'il faut comprendre par là. C'est toujours dans l'esprit de permettre aux Béninois, d'accord, de profiter suffisamment des installations, des sites touristiques et tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour que le tourisme de notre pays soit véritablement propulsé à travers le monde, pour que nous puissions avoir beaucoup plus de rentabilité de ces investissements qui sont faits. Monsieur Lamini, sur cette question. Oui, bon, vous savez, on ne peut pas, il arrive parfois que des choses échappent même à ceux qui paraissent les plus vigilants. Et c'est de la nature humaine. Moi, je dois reconnaître que aucune décision, ni aucun homme n'est parfait. L'homme est né libre. La loi ne peut pas tout régler. Ça, on le sait. Et d'autant plus que la coïncidence pour coïncidence, c'est quand on a grévé à la section, que c'est le conseil des ministres qui a suivi la grève là. C'est ça qui a décidé de ça. C'est une coïncidence. Moi, je prends ça juste comme une coïncidence. Mais est-ce que cela ne doit-il pas retenir l'attention du citoyen ou même de responsables politiques que nous sommes et qui aspirons à diriger? Parce que c'est là que le problème se pose. Moi, je pense que c'est un aspect qui avait échappé au contrôle ou, comment je vais dire, à l'encadrement du droit de grève. Donc pour vous, c'est un rattrapage. Vous me complétez, c'est ça? Et donc, à partir du moment où on s'en est rendu compte, il faut faire quelque chose. Parce que, bon, quand on a fait la réforme, il y avait la calmie, bang, dans le pays, tout allait, tout était calme, bang, comme ça. Jusqu'à SECNA, bang, grève. Et donc, il y a eu perturbation. À partir du moment où il y a eu perturbation, on se rend compte quand même que, honnêtement, moi-même, je n'y ai pas pensé. Je n'ai même pas pensé un seul instant que, bon, quelque chose comme ça peut arriver et ça peut perturber. Le gouvernement peut, dans sa position, évaluer ce que cela peut être créé comme dégâts ou dommages ou pertes. Il est normal qu'il puisse l'évaluer et veuille prendre des mesures par rapport à ça. Mais cela ne revient-il toujours pas à comprendre que la loi ne règle pas tout?
Oui. Même dans un contexte particulier, on sait que la dernière fois, lors de l'attaque à Karimama, il y a eu une couverture aérienne, donc en situation particulière, il faut quand même peut-être que certaines dispositions doivent être prises. Et ça, vous parlez de situation de sécurité. Moi, j'essaye de voir le lien entre la situation de sécurité, à part qu'on me parle de hydrocarbures et de... Je sais pas là, je me suis même demandé, hydrocarbures, c'est pas l'aviation, c'est pas le port. Mais... Oui, on a dit aérien, maritime. Oui, voilà. C'est ce que je veux dire. Bon, ajouter l'un à l'autre, 1 plus 1, ça fait 2, c'est mieux que 1. Hein. Bon, enfin, je ne veux pas aller dans cette supputation où essayer d'imaginer la place du gouvernement, quelle raison, quel autre l'ont amené à prendre une telle décision. Maintenant, si on peut profiter et faire d'une pierre deux coups là, c'est pas aussi, vous convenez avec moi que ce n'est pas aussi mal. Et donc, regardez la chose, le contexte sécuritaire dont on parle, ça ne date pas du mois passé. Ça ne date pas de 3 mois, de 4 mois. Évidemment que non. Donc, c'est aujourd'hui, et c'est ça en fait la question dont je parle. Donc, il a suffi maintenant qu'il y a eu cette perturbation là, pour que, bon, par rapport au contexte sécuritaire et tout, on avait déjà pris des mesures par rapport au contexte sécuritaire, peut-être même des lois, j'en sais tout rien. Mais cet aspect-là a peut-être échappé. Et là, on trouve qu'il faut mettre les choses équilibrées. Donc, pour vous, ce n'est pas forcément utile. C'est le gouvernement qui juge de l'utilité de cela ou pas. Si cela leur permet de réussir ce qu'ils disent là, on va attendre de voir. Non, mais écoutez, je ne pense pas que nous soyons peut-être en train d'imaginer ou de penser que la décision, sinon le projet, est issu donc de la grève de la SECNA. Parce que, comme il vient de le dire, sans le savoir peut-être, comme vous venez de le dire, sans le savoir peut-être, excusez-moi, c'est beaucoup plus sur plusieurs domaines. Et si vous voyez bien, on a parlé des hydrocarbures, on a parlé de la sécurité, et puis on a parlé donc du transport aérien et maritime. Est-ce que vous savez, avec moi, nous sommes d'accord là-dessus que les hydrocarbures que nous consommons, on ne les produit pas sur place. D'accord? On les importe. Et si le transport aérien et maritime peuvent être secoués à chaque instant, peuvent être interrompus à tout moment, sans qu'aucune disposition ne soit prise, mais comprenez avec moi qu'il arrivera le moment où ça va provoquer une crise à l'intérieur du pays, ou même pour pouvoir assurer le service minimum de l'État, pour qu'on n'ait pas le nécessaire. Moi, je crois que c'est judicieux pour l'État béninois d'avoir pris une disposition pareille et dire surtout que même si ça a coïncidé avec la grève de la SECNA, il faut reconnaître et féliciter aussi le gouvernement pour sa proactivité. On va finir. Je voudrais vous relever. Il y a déjà eu crise dans ce secteur dont vous parlez là. Et ce n'est pas la grève qui a amené ça. Non, c'est-à-dire au-delà du transport de l'hydrocarbure dans sa fourniture, il y a aussi, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, par exemple, que les vols, l'hydrocarbure intervient. Je suis d'accord. Et il se ravitaille au Bénin. Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque l'hydrocarbure n'est pas en continuité, dû peut-être à un mouvement de débrayage, que non seulement ceux qui sont venus au Bénin ne peuvent pas repartir du Bénin, ils seront obligés d'aller contourner par le Nigeria, par le Ghana et autres. Donc vous êtes en train de justifier que ce n'est pas seulement une coïncidence. Non, mais que ça soit... Puisque ça vient juste après le débat. Mais justement, et parce que la loi... qu'il y a eu avant et qui pourrait donner ce que vous dites là, ce n'est pas lié, c'était pas lié au débrayage. Et donc, ce que moi, je ne cherche pas à faire, c'est de justifier la coïncidence. Ce n'est pas de mon ressort de justifier la coïncidence. Voilà. Maintenant, si vous avez des éléments qui puissent vous permettre de le justifier, libre. D'accord. On va finir rapidement. Il nous reste exactement 1 minute pour parler de la situation, on va dire, cette situation de chaos au Burkina Faso, mais pas pour s'attarder là-dessus, mais pour dire, pour un pays comme le nôtre, est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter, d'autant plus qu'on parlait de contexte sécuritaire dans le nord de notre pays. On est engagé sur un front commun. Alors, si l'État failli de l'autre côté visiblement comme il en est, en tout cas il n'y a pas encore d'accalmie à l'heure où nous enregistrons cette émission. Alors qu'est-ce que ça vous inspire très rapidement? Non, il faut regretter d'abord l'acte. Il faut regretter l'instabilité que connaît depuis quelques moments
le pays frère, le Burkina Faso. Et aussi, je crois que ça vient donner raison pratiquement aux organisations de la sous-région, à savoir l'Union africaine et la CEDEAO. Les régimes militaires ne doivent pas nécessairement, sinon normalement, prendre le pouvoir et le garder pendant longtemps. Il faut vite organiser la transition pour permettre donc aux structures démocratiques, à savoir un parlement élu par le peuple et un président, de pouvoir assurer la continuité du pouvoir. Donc, et nous avons vraiment des raisons de nous inquiéter, tout simplement parce que nous partageons la frontière avec le Burkina Faso. Et déjà, il n'y avait pas encore l'instabilité à ces frontières, vu que les attaques... La stabilité, vous voulez dire? Il n'y avait pas de stabilité. Il n'y avait pas de stabilité, pardon, déjà au niveau de ces frontières-là. Donc, il faudrait que nous fassions... nous prenions vraiment ce qui se passe au Burkina Faso au sérieux, et savoir tout simplement que nous devions redoubler de vigilance pour pouvoir assurer la sécurité de nos populations. Qu'est-ce que ça vous inspire? En tout cas, les répercussions de notre côté à nous. C'est au-delà du problème sécuritaire. C'est un problème d'abord d'expression de la volonté souveraine, la volonté du peuple souverain. Il faut toujours amener les peuples à aller s'exprimer. Et la meilleure, nous on l'a dit, RLC, il faut toujours qu'on aille s'exprimer à travers les Je vous rappelle que pour le Burkina, il y avait un président en place qui avait été élu. Les militaires sont venus, ont dit non, bon, il ne fait pas le boulot, il nous faut... En son temps, on a condamné les coups d'État. Voilà. Les coups d'État n'ont jamais été la solution. Je voulais vous faire remarquer que ce n'est pas parce qu'on n'a pas donné la parole au peuple souverain. Le peuple souverain a eu la parole. Qu'est-ce qui amène à cela? C'est parce qu'il y a des dysfonctionnements internes. Il y a des dysfonctionnements internes au processus démocratique. Et il arrive à beaucoup de penser que ce n'est pas un coup d'État que l'on peut régler. Or, c'est faux. C'est toujours pas l'expression du peuple. Quand on n'est pas d'accord, chaque fois, il faut aller dire « je ne suis pas d'accord ». On peut le faire autant de fois, on peut voter autant de fois jusqu'à ce que l'on comprenne. Il faut que l'on instaure la culture. La culture qu'il faut avoir, qu'il nous manque, c'est la culture des urnes. Devoir toujours régler. Là, il ne fait pas comme il faut. Allons aux élections, votons contre pour qu'il s'en aille. C'est aussi simple. Et faisons en sorte qu'il y ait le maximum de transparence possible. Dans le fait même que le citoyen comprenne qu'en s'intéressant à la vie du pays, chaque fois qu'on a la possibilité de faire un choix, il faut toujours aller le faire. Le fait le seul choix qui compte en démocratie, c'est le suffrage exprimé. Ce n'est pas l'abstention, ce n'est pas le blanc. C'est pour ça que nous, on a toujours condamné ceux qui ont dit ici en 2021 qu'il ne faut pas aller voter. Ils ont après soutenu les coups d'État. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Il faut toujours, c'est une bêtise, il faut toujours aller voter. Et de cette façon, amener le peuple à comprendre que le seul moyen de faire les choses bien, c'est la culture des urnes qu'il faut instaurer. Et nous, c'est notre vision des choses. Et quand on réussira à le faire, tout le reste des problèmes, on va pouvoir les transcender. Parce que de cette façon, chaque fois que le peuple sera souverain pourra décider, celui qui est là va se conformer à la décision du peuple. Ou il ne le fait pas et on le balaie. Et chaque fois qu'il veut agir, il va tenir compte de l'aspiration et des besoins du peuple pour agir. Et le problème sécuritaire en fait partie. C'est dans l'union, c'est dans la cohésion qu'on arrive à régler ces problèmes. C'est pas dans la division qu'on arrive à le faire. Voilà, on espère que le calme reviendra très vite du côté du Burkina Faso. C'est dans l'intérêt des Burkinabés et de nous autres qui partageons des préoccupations communes avec eux. Qu'on retourne le pouvoir au civil. Merci. Ils ne sont pas faits pour diriger les militaires. Ils sont faits juste pour faire ce qu'ils pour garder l'intégrité du territoire. Merci beaucoup. On va finir sur ces mots. Merci beaucoup, Mohamed Yamidi. Je rappelle que vous êtes du parti, vous êtes responsable de la propagande au parti Restaurer la confiance. Mathieu Coco, UP Le Renouveau, merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, le duel de Dimanche c'est politique, c'est d'ores et déjà du passé. À ma suite, vous aurez droit dans quelques secondes à l'hebdo des éditorialistes dirigé par Sir Tossa.